Donc, bonjour Thomas, merci d'avoir accepté l'invitation, d'être en face de moi pour répondre à mes questions. Avec plaisir. Ouais. Donc, je voulais que vous vous présentiez parce que vous avez quand même un parcours un peu atypique et vous écrivez des livres. Moi, j'ai trouvé, j'ai malheureusement pas pu les lire, mais les titres très intéressants. Par contre, j'ai suivi beaucoup de vos conférences, surtout sur celle de la paix. Et je trouve que c'est très intéressant de parler de paix actuellement, surtout dans le climat actuel sociétal sur lequel on est avec ce virus malheureusement. Donc, dans un premier temps, je vais vous laisser vous présenter pour que les gens puissent vous connaître un petit peu plus. Mhm. Eh bien, je m'appelle Thomas, je vis en Belgique et mon métier consiste à aider les personnes à tenter de trouver davantage de sens dans leur vie, de joie de vivre, d'alignement sur qui ils sont vraiment et de capacité à créer un nous fécond au-delà du je et du tu. Et dans un autre jargon, on appelle ça psychothérapeute ou formateur en relations humaines. C'est Voilà. un second métier que vous avez eu en plus là. Oui, j'ai commencé ma carrière après mes études de droit comme avocat au barreau de Bruxelles. Et c'est ce métier d'avocat que j'ai exercé pendant à peu près 5 ans qui m'a interpellé sur le fait que les conflits sont très souvent le fruit de malentendus et que les malentendus sont souvent un combiné ou une combinaison de mal écoutés et de mal exprimés. Et que si nous apprenions à bien nous exprimer avec clarté sur ce que nous aimerions, sur ce que nous voudrions, plutôt que sur ce que nous ne voulons pas en employant des critiques et des jugements, et si nous apprenions à bien écouter sur ce que l'autre veut, au-delà des critiques et des jugements qu'il emploie, mais quel est son désir, son élan de vie, si nous développions cette capacité à nous dire et à nous entendre mutuellement, eh bien, on éviterait beaucoup, beaucoup de malentendus. D'accord. Mal exprimé, mal écouté, mal entendu. Et très vite, j'ai mesuré que comme avocat, je mettais beaucoup d'énergie pour trouver des solutions juridiques à des enjeux qui étaient largement des enjeux de connaissance de soi, d'intelligence émotionnelle, de compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de soi, de capacité à mettre ça en mots et de compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de l'autre, c'est-à-dire de l'empathie pour l'humain qui est devant. Et que ça, je n'avais pas été formé à ces enjeux-là. J'étais un technicien du droit, mais je n'étais pas formé à la relation humaine. La relation humaine, c'est quelque chose en plus qui est très important de nos jours là. C'est absolument essentiel, c'est la clé du vivre ensemble pardon. Et ce qui est surprenant, c'est que en principe, sauf dans quelques écoles dites à pédagogie nouvelle, la relation est la portion congrue de nos éducations. On n'apprend pas à être en relation, on n'apprend pas à dire son désaccord tranquillement, à écouter le désaccord de l'autre, à accepter le conflit comme étant un événement de la vie et que l'on peut traverser avec sérénité. On n'apprend pas à exprimer ses colères à temps, à la bonne personne et dans la bonne mesure. À force de taire nos colères parce qu'il faut être gentil, etc., finissent par être explosives. C'est la mécanique de la cocotte minute. Et on n'apprend pas à écouter la colère de l'autre pour la comprendre avec empathie. Et donc, la relation, effectivement, nous n'y sommes pas formés. Et ça nous Dommage. pose beaucoup de difficultés dans énormément de métiers. Énormément de métiers, que ce soit évidemment l'enseignement, que ce soit le soin, l'accompagnement des malades, l'écoute, la prononciation d'un diagnostic délicat, la compréhension, l'accueil des familles, l'écoute de la détresse, mais également dans le management, la direction d'équipe, la capacité à faire que chacun soit à sa place, reconnu, encouragé, stimulé. euh, pour ne pas dire évidemment au niveau de nos hommes politiques, la qualité de la relation n'est absolument pas encouragée, ni même recherchée, semble-t-il. Oui, totalement. Vous, votre méthode, du coup, elle consiste en quoi? Comment vous pouvez aider la personne ou aider le groupe, du coup, à apprendre à communiquer et à écouter? J'ai pu observer en m'occupant notamment de gamins de la rue pendant 10 ans en bénévolat. Je me suis occupé de jeunes pris dans beaucoup de violences, de délinquance, de bandes organisées, de deals de drogue, etc. J'ai pu constater que la violence n'est pas l'expression de notre nature. La violence, contrairement à ce que j'avais appris dans quelques cours de psychologie assez vagues que j'ai reçus dans ma formation de juriste, la violence n'est pas l'expression de notre nature. La violence est l'expression de la frustration de notre nature. C'est quand notre nature est profondément frustrée que nous pourrions entrer dans la mécanique de la violence. Quand mon besoin de reconnaissance, d'appartenance, de trouver place n'est pris, de sentir monter en moi. Quand mon besoin d'être écouté, d'être compris, d'être rejoint n'est pas nourri, je peux sentir la frustration et la violence pourrait s'enclencher en moi. Et donc, c'est effectivement une clé que de se dire, mais si chacun de nous apprenait à connaître sa nature, à la comprendre et à se formuler par des mots, on éviterait le passage à l'acte.
Et donc, même chose dans l'entreprise où on ne se donne peut-être pas des coups et blessures, mais on s'envoie des mails fielleux, on se juge, on se critique, on se catégorise, on a des croyances sur ce service-là qui est comme ça, puis sur ce service-là qui est comme ça. Beaucoup d'hostilité, beaucoup de rapports de force, beaucoup de rapports de rejet, peut-être même d'extradition ou d'exil de ce qui se passe en macro dans le monde est le reflet de ce qui se passe en micro dans nos petits mondes. Si nous voulons changer dans le macro, nous avons besoin de changer dans le micro. Et donc, ça s'apprend, être dans le respect de soi et dans le respect de l'autre. Personnellement, j'ai eu besoin de l'apprendre, bien que j'avais reçu une bonne éducation généreuse avec des parents aimants et la tradition catho dont on aurait pu espérer quelques clés de, disons, d'humanité. Ben, oui, ça aide, mais ça ne suffit pas à bien se connaître pour se placer au bon endroit. Il y a un travail de connaissance de soi qui devient vraiment, à mes yeux, de santé publique. Oui, actuellement, c'est vraiment quelque chose de très important, hein. Ça permettrait, comme vous l'expliquez, surtout enfin, je pense que la paix, ça s'apprend, ça permettrait de vraiment faire déverrouiller certains conflits, hein, dans tous les domaines en plus de ça. J'ai écrit ce petit livre avec un ami, David Van Rebroek, qui est historien, très apprécié en Belgique, très connu, un grand auteur érudit. J'ai beaucoup d'honneur à avoir écrit avec lui, je suis très honoré. Et nous avons écrit ça peu après les attentats de Paris, Bataclan, les terrasses, et ceux de Bruxelles, le métro et l'aéroport de Bruxelles. Et nous étions sous le choc, de se dire, on ne va pas attendre les prochains attentats sans changer ce qui génère l'arrivée d'attentats. Et qu'est-ce qui fait qu'on arrive à de telles explosions de cocotte minutes, vraiment aussi tragique, c'est que des individus ne se sentent pas à leur place, ne trouvent pas leur place, ne sont pas compris, ne sont pas rejoints, ne savent pas comment mettre leur vitalité, leur puissance au monde de façon constructive, et ils le font de façon affreusement négative. Et j'avais vu ça en m'occupant de gamins de la rue. Le gamin qui n'arrive pas à être reconnu, à se faire comprendre, à trouver sa place, à connaître ses talents, la vie bouillonne en lui et il casse des vitrines, il tague les murs, il agresse les gens dans la rue. C'est un mouvement de vie qui a été empêché, contrarié et qui trouve une voie malheureuse pour s'exprimer. Nous avons donc urgemment besoin d'apprendre à créer des sociétés dans lesquelles tout le monde est inclus, écouté, compris, invité à se comprendre, peut travailler sur soi, peut accueillir sa part d'ombre. Et ça ne figure pas dans nos programmes scolaires, hein. Les parts d'ombre ne sont pas bienvenues. Nos fragilités ne sont pas bienvenues, nos vulnérabilités ne sont pas bienvenues, nos moments d'échec ne sont pas bienvenus. Nous sommes dans un monde de compétition, de rapport de force, de performance, et ça bousille beaucoup, beaucoup de nos contemporains. Nous avons vraiment un changement à faire qui est considérable. Donc, mon petit livre avec David s'appelle « La paix, ça s'apprend ». Et dans les conférences que j'anime, j'ajoute, ça s'apprend comme les maths, le foot, les langues étrangères, la pratique du piano ou la conduite d'une voiture. On sait bien que ces apprentissages ne vont pas tomber du ciel, ne vont pas se faire par hasard, que ça demande une implication et que petit à petit, on va intégrer de nouvelles compétences. La paix, c'est pareil. On sait Du faire coup, la guerre parce qu'on s'y discipline, on c'est s'y vrai. engage, on s'y forme depuis des millénaires. Eh bien, nous savons faire la paix. J'en le vois tous les jours dans mon métier, à commencer par moi-même. Si nous nous y disciplinons, nous nous formons, nous nous impliquons, ce n'est pas un truc New Age, hein, ou Baba Cool. C'est une discipline de paix. C'est des formations que vous proposez, ça? Ben, je fais partie d'un réseau de formateurs qui suivent la formation, l'apprentissage, le processus proposé par Marshall Rosenberg. J'ai eu la chance de me former avec Marshall Rosenberg lui-même, qui avait mis au point ce processus dans la lignée de travaux de Carl Rogers et de Gordon avant lui, dans le même esprit. Il a affiné, poursuivi cette recherche et créé un processus qui ne cesse pas de m'émerveiller dans son efficacité pour apprendre évidemment à mieux s'exprimer en évitant ce qui génère de la brutalité, de la résistance chez l'autre ou de la fuite, en apprenant à bien écouter l'autre, même si son langage aurait envie de lui balancer une baffe ou de le fuir, de fermer la porte, de comprendre ce que l'autre vit derrière ce qu'il dit, avec donc davantage d'empathie. Et à côté de cet aspect horizontal, je m'exprime mieux et je t'écoute mieux, qui est déjà un énorme bénéfice, évidemment, et il y a vraiment un aspect vertical. J'apprends à descendre à l'intérieur de moi-même, dans toutes mes couches et dans toutes mes parties, pour mieux me comprendre, comprendre ma part d'ombre, comprendre mes blessures, comprendre mes complexes. Nous avons tous des complexes, avant qu'ils ne s'enclenchent et qu'ils me submergent, et arriver à dialoguer avec mes émotions, sortir de la culpabilité qui nous divise, nettoyer les il faut, je dois, pour aller voir, mais qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que j'aime? À quoi je tiens? Et comment je peux m'y employer? Et donc, il y a vraiment un ancrage en soi et il y a une dimension, je dirais vraiment
côté de cette verticalité vers l'entrée en soi, il y a un aspect d'ouverture de conscience, d'éveil, d'inspiration. Vous mettrez les mots que vous voulez là-dessus, mais pour rejoindre ce dont toutes les traditions nous parlent et que nous avons oublié, c'est que si nous asseyons pour nous sonder, écouter ce qui se passe en nous, eh bien, une inspiration qu'on peut appeler l'esprit, la grâce, la vie ou Dieu, on mettra les mots, ou Allah, bien sûr, on mettra les mots que l'on veut, peuvent nous parler et nous interpeller et permettre de nous aligner sur notre fil rouge, sur notre élan de vie. Du coup, en formation avec vous, il y a un avant et un après. On rentre avec déjà un petit travail, je pense déjà. Si on fait un pas quand on vient en formation avec vous, on a déjà fait un petit travail. Mais quand on ressort, c'est encore plus fort. On se connaît encore plus. Alors, je ne suis pas tout seul là-dedans. Il Oui, se fait effectivement, j'enseigne cette approche depuis 25 ans, mais je fais partie d'un réseau de formateurs et formatrices qui existe dans pratiquement tous les pays. Aujourd'hui, depuis 50 ans que Marshall a mis ce processus au monde, il est enseigné partout. Et effectivement, je peux témoigner que pour moi-même, il y a vraiment un avant et un après. J'ai fait une formation, la toute première que j'ai faite avec Marshall durait 4 jours. J'étais plus le même homme. J'avais eu l'impression de pivoter comme sur une sorte de vis d'Archimède à l'intérieur de moi-même pour passer à un autre palier de conscience et regarder ma vie de juriste, la vie de mes clients, des personnes que j'accompagnais, des équipes avec lesquelles j'étais, tout autrement, de voir ma vie de fils par rapport à mes parents, à ma mère qui était décédée des années avant, mais des compréhensions de l'humain que je n'aurais pas imaginé faire si je n'avais pas fait ce travail de connaissance de moi et de compréhension de l'autre. Et effectivement, j'ai tous les jours le témoignage que des gens m'écrivent après les sessions en me disant effectivement, il y a un avant et un après, comme vous le disiez, ça change la vie. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que certaines personnes sont timides par rapport à ça, parce que l'idée de changer un peu son habitude, ou même de changer beaucoup, bah, ça peut effectivement inquiéter certaines personnes. Ce que je crois profondément, c'est que si les gens mesuraient à quel point on peut vivre mieux que ce à quoi on est habitué, ben, ils n'hésiteraient pas. oui. C'est presque le titre d'un de vos livres. Hein. Moi, je vous entends, je lis Être heureux n'est pas nécessairement confortable. Ça aussi, vous l'avez écrit et c'est vrai que c'est bien des fois de le dire aussi, que être heureux, c'est pas nécessairement confortable. Hein. C'est mon deuxième livre. Quand j'ai commencé, enfin, quand j'ai écrit Cessez d'être gentil, soyez vrai, le titre était déjà un peu Oui, interpellant, mais pour moi-même, la première personne qui avait besoin d'être vrai, de cesser d'être un gentil garçon poli, courtois, qui évite les conflits, qui ne veut pas être en colère, qui n'écoute pas la colère des autres pour se protéger, etc. La première personne qui avait besoin d'apprendre à être vrai, c'était moi. Et c'est pas toujours commode d'être vrai avec soi-même, d'arrêter de se faire du cinéma, de se conter de belles histoires ou de s'emmurer dans ses croyances, ce que j'appelle moi des enfermements soi-même qui peuvent se révéler infernales. Et oser être vrai avec soi, puis oser être sincère avec les autres, oser être authentique, vivre, je dirais, sa vraie vie euh, et en osant que peut-être ça va un peu déranger. Évidemment, je n'invite personne à chercher à déranger les autres, mais accepter que être soi-même, ben, ça va peut-être mettre un peu de mouvement dans la vie de famille, dans la vie de l'entreprise dans laquelle on travaille, et c'est très, très souvent fécond. Eh bien, ce n'est pas nécessairement confortable. Apprendre à dire non à temps, ce n'est pas confortable. Apprendre à exprimer sa colère posément, clairement, ce n'est pas confortable. Apprendre à faire les deuils nécessaires pour pouvoir passer à autre chose, ça n'est pas nécessairement confortable. Mais comment voulez-vous être heureux si vous dites oui à tout le temps pour être gentil? Si vous n'osez pas faire vos deuils parce que votre tristesse vous fait trop peur, vous ne voulez pas entrer dedans. Mais c'est juste pas possible. Nous avons besoin de faire ce travail intérieur. Pas seulement pour notre bien-être, mais pour le bien-être des personnes qui sont autour de nous. C'est ce que j'appelle de l'intériorité citoyenne. Un citoyen pacifié se révèle un citoyen pacifiant. Et donc cet enjeu de connaissance de soi et d'intelligence émotionnelle, je considère aujourd'hui qu'il est vraiment un enjeu de santé publique. Ça devrait être encouragé depuis la maternelle dans toutes les écoles. Voilà comment j'ai écrit Être heureux n'est pas nécessairement confortable. oui, je veux bien croire. Mais du coup, dans les écoles, vous voyez qu'il y a quand même des gens qui commencent à s'ouvrir à ces choses-là ou ça reste encore un peu timide, les gens n'osent pas. Les deux, à la fois, il y a un début d'ouverture et c'est encore timide. Un début d'ouverture qui, ces derniers temps, s'accélère avec la brutalité évidente des rapports humains dans lesquels nous sommes entrés et quasiment habitués. On est habitué à se parler mal, à vivre des rapports de force, des rapports d'autorité. Dans l'entreprise, le système pyramidal, très souvent patriarcal, a
gens à limiter, parfois même à s'étouffer. Et cette habitude fait qu'on n'imagine presque plus qu'il est possible de se parler autrement, de fonctionner autrement, de créer des biens et des services d'une façon qui soit joyeuse, légère, respectueuse de l'humain, respectueuse de la planète, de l'air, de l'oxygène, de l'eau. Il est presque difficile pour certaines personnes de l'imaginer. En même temps, les violences d'aujourd'hui accélèrent les prises de conscience de plus en plus de nos contemporains, comme vous le faites, je pense, dans votre chaîne, réalisent que des outils existent et que des apprentissages sont possibles et qu'il suffit de s'y mettre finalement. Et clairement, dans tout mon travail, je souhaite passer le message de La paix, ça s'apprend, ce petit livre, mais qui est dans tous mes livres. Un, la paix, ça s'apprend comme les maths, le foot ou la guerre. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver par hasard. Et ensuite, deux, des outils existent et qui ont fait leur preuve. Arrêtons de croire qu'il n'y a rien sur le marché pour aller mieux. S'entretenir dans une vie qui ne nous convient pas en se plaignant qu'on ne peut pas bouger, ben c'est un choix de vie. Ce n'est pas une fatalité. Nous pouvons décider de dire je n'aime pas ma vie et j'ai suivi ce processus. Je n'aimais plus ma vie de juriste, je m'y ennuie, je ne sers à personne, ça me fatigue. J'ai envie de m'ouvrir à autre chose. Je ne sais pas encore quoi et je ne sais même pas comment, mais je m'ouvre à l'idée qu'on peut vivre autrement. Et simplement cette décision, je vois que de plus en plus de nos contemporains la prennent et se mettent en route et se transforment et arrivent à connaître le meilleur de soi et ainsi à le mettre enfin au service de tous. Il y a vraiment de nouveau une dimension citoyenne dans ce travail. Oui, c'est quelque chose que vraiment on devrait apprendre à l'école, quoi. C'est vraiment, il y aurait moins Mais la de puissance, frustration. imaginez la puissance de transformation qui est en Mm. chacun de nous. Si chaque citoyen, depuis la maternelle, apprend à savoir qui il est, comment il se sent, ce que ça dit de lui, quels sont ses élans de vie, vers quoi il a envie d'aller, qu'est-ce qui fait sens pour lui, quels sont ses talents et comment il peut apprendre à les mettre au jour. Et j'ai confiance que tout le monde a des talents, hein. Mais il a également besoin d'apprendre qu'est-ce qui l'attriste, qu'est-ce qui le peine, qu'est-ce qui le rend seul ou impuissant ou lui fait peur ou le met en rage et qu'il a besoin de comprendre avant de faire payer sa colère aux autres. Eh bien, nous avons des clés de transformation. Et si on ajoute à cette connaissance de l'humain en moi une capacité d'empathie pour l'humain en l'autre, on fait faire un bon collectif considérable. Que de petits ennuis quotidiens, de friction de couple, de friction de famille, de friction de voisins, de friction d'équipe sont liés au fait que les gens ne se connaissent pas bien et s'empoignent pour des collisions d'ego Ah, au lieu l'ego. d'être à être. L'ego aussi, vous en parlez souvent, hein? Ben oui, nous avons besoin de le connaître pour le comprendre et le laisser à sa place et qu'il ne prenne pas toute la place. Combien de gens dans l'entreprise, mais dans le système hospitalier aussi, beaucoup de soignants viennent se former à cette approche pour mieux comprendre les systèmes hiérarchiques, combien de dirigeants, de superviseurs sont pris dans l'ego de façon qu'ils ne voient pas et qui fait peser beaucoup de souffrance à ceux qu'ils sont supposés encourager, stimuler et valoriser. Et donc, travailler sur son ego, ça n'est plus du développement personnel, hein, c'est du développement social durable. Vraiment. Oui, oui. Ça devrait être une des priorités, surtout si on veut accéder à des postes de pouvoir, dans lesquels l'ego peut facilement s'enfler et devenir irrespirable. Ouais, c'est pas évident. Ouais. La société actuelle est quand même bien verrouillée pour le moment, même si ça s'ouvre avec tout ce qui se passe actuellement. C'est vrai que c'est assez verrouillé quand même pour le moment, quoi. C'est voilà. Dans, dans mon dernier livre, qui sort le 2 octobre, je parle de grosses programmations qui nous tiennent et qui peuvent servir de mécanismes autobloquants pour nous empêcher d'évoluer tant sur le plan individuel que collectif. Et un de ces mécanismes ou de ces programmations, de ces encodages, si vous voulez, collectifs, c'est de vivre les rapports humains comme des rapports de force. Mhm. Quand tout va bien, tout va bien. Mais dès qu'il y a un différent, dès qu'on n'est pas d'accord, dès qu'il s'agit d'envisager peut-être quand même en conflit, mais ne fût-ce qu'un simple différent, eh bien, ce qui sort, c'est l'argumentation pour avoir raison et convaincre l'autre qu'il a tort. Ce n'est pas qu'on s'assoit pour se comprendre et dire à l'autre, tiens, ta position est très différente de la mienne, mais je souhaite du respect pour ma position, donc j'en ai pour la tienne. On n'est pas d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'on ne se respecte pas et qu'on ne s'aime pas. Prenons le temps de réfléchir, on se reparle demain. Ben, ce n'est pas ça qu'on fait, hein. Non. Quand on est différent, on pilonne l'autre d'argumentation pour le convaincre, entendez les deux mots, que nous avons raison. Et c'est une tragédie. Et Marshall Rosenberg, avec qui je me suis formé, rappelait un message spirituel qui lui tient fort à cœur et il disait, nous avons un choix fondamental dans l'existence, c'est être heureux ou avoir raison. Ouais. Moi, ça m'a tiré le tapis sous le pied. Comme avocat, je voulais avoir raison. Et dans ma vie sociale aussi, et dans mes amours aussi, c'était moi qui avais raison. Mais mon Dieu, mais quel ego hypertrophié.
Et je m'étonnais d'être malheureux. Et dans la vie quotidienne, c'est malheureusement comme ça. Je ne dis pas qu'on ne peut pas et avoir raison et être heureux, mais l'enjeu de la vie n'est pas d'avoir raison. L'enjeu de la vie, c'est de cohabiter avec joie ensemble, c'est quitte sûr. à ne pas être d'accord et à ne plus mélanger désaccord et désamour. Ce n'est pas parce qu'on est en désaccord qu'on est en désamour. Votre livre a été fait sur le couple du jeu au nous. C'était vraiment un livre pour le couple là aussi. Alors, pas uniquement pour le couple, c'est Pas que du pour jeu le. de façon très collective. Mm. Je le disais tout à l'heure, le citoyen qui est pacifié devient un citoyen pacifiant, donc au Oui. milieu de communauté qu'il connaît, qu'il traverse, qu'il rencontre. Et ça, c'est le fruit de, c'est pas un vœu pieux, hein, c'est pas de l'angélisme dans mon esprit, c'est que je le vois depuis 25 ans dans mon travail. Les gens qui apprennent à se connaître, à connaître leur ego, à remettre l'ego à sa place, à gérer leurs émotions, à développer de l'empathie pour l'humain dedans et avoir de la douceur pour cet humain-là, eh bien, inévitablement, cette douceur pour cet humain intérieur rejaillit sur l'humain extérieur. Je respecte l'humain dedans, je respecte l'humain devant. J'ai de l'empathie pour l'humain dedans, eh bien, j'ai de l'empathie pour l'humain devant. Et c'est un immense bénéfice, évidemment. Et c'est ce qui manque considérablement, dans mon expérience en tout cas, et dans celle notamment des soignants que j'accompagne dans cette connaissance de soi, c'est la capacité d'empathie. Empathie pour soi, empathie pour l'autre. Et ça s'apprend, ça se muscle, ça se jardine, si je puis dire. C'est vrai que nous, les soignants, souvent, on pense plus aux autres que ce qu'on pense en nous. Et en définitive, on finit par s'épuiser, quoi. C'est vrai que pour ça, c'est compliqué parce qu'on ne nous l'apprend pas, en fait, à l'école, aux écoles, ni de médecine, ni d'infirmière, ni d'aide-soignante, ni d'auxiliaire de vie, quoi, hein. C'est. C'est tout à fait ça. Et c'est un grand risque. Dans mon expérience, beaucoup de soignants, d'accompagnants sont au bord du burn-out parce qu'ils sont engagés dans ce métier par idéal de vie, par altruisme, par goût de prendre soin, qui est extrêmement précieux. Bien sûr, ça fait partie de nos besoins, prendre soin, contribuer au bien-être des autres. Et cependant, le risque, c'est d'avoir oublié de prendre soin de la première part d'humanité dont nous avons la charge, qui est nous. Mm. Et donc, de connaître ses rythmes, connaître ses priorités pour pouvoir gérer sa vie en se maintenant en vie de façon saine, heureuse, joyeuse, puissante, en sorte de pouvoir apporter une aide qui est du même ordre, joyeuse, puissante et stimulante. Mm. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Par contre, vous parlez beaucoup de colère. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup de personnes dire: Oh, la colère, faut pas en parler, c'est pas bien. La colère, faut surtout bien la garder à l'intérieur, faut pas la faire sortir. Vous, au contraire, quand vous parlez de la colère, ce que j'ai entendu, c'est que justement, vous expliquez qu'il faut la connaître pour justement bien pas la garder en nous, mais pour pouvoir bien l'exprimer, quoi. Bien sûr, comment voulez-vous avoir la maîtrise de quelque chose qui est très très puissant en vous et que vous ne voulez pas voir? Tôt ou tard, ça vous submerge. Oui, C'est vraiment la cocotte minute qui explose. Et le risque dans les éducations gentilles, je ne t'aime pas quand tu es en colère, va dans ta chambre, on entend ça depuis l'enfance, parfois à l'école encore, on ne se met pas en colère, tu es en retenue, et au travail, on ne se met pas en colère, sinon le patron ou les collègues ne vont pas m'aimer. Et dans la vie sociale, si je me montre en colère, je vais pas m'aimer, donc on va pas m'aimer, donc j'achète la paix en faisant semblant que tout va bien, etc. Eh bien, tous ces conditionnements font qu'il y a beaucoup de couvercles sur la cocotte minute. Je rentre ma colère, je rentre mes désaccords, je dis oui alors que je pense non, je fais semblant que tout va bien alors que je suis profondément triste, peut-être même au bord du désespoir. Tout ce masque, tout ce jeu, toute cette mascarade, ben, tôt ou tard, la cocotte, elle n'est pas statique, elle est sur le feu du temps qui chauffe et paf, ça pète en explosion de violence dont je parlais tout à l'heure en disant la violence n'est pas l'expression de notre nature, mais de l'accumulation de frustration sur notre nature qui, justement, tôt ou tard explose, ou alors la cocotte implose. Pouf. Elle implose dans la dépression, dans le burn-out et dans toutes sortes de maladies. Je pense que comme soignant, vous êtes consciente évidemment de l'impact de toutes sortes d'émotions refoulées, retenues, et l'impact somatique euh, qui s'en dégage et que beaucoup de médecins, de médecine reconnaissent aujourd'hui. oui, ça commence tout doucement, oui. Comme quoi Comment les émotions sont siège de maladie, ça commence à être reconnu, oui. c'est ça. Ce n'est pas évidemment juste une émotion, mais c'est un complexe de Non. paramètres qui font que, souvent activés par une forte émotion difficile à vivre, eh bien, tout ça s'enclenche et génère des déséquilibres. Mm. Nous avons donc besoin d'apprendre à rester équilibrés, à rester centrés, et particulièrement si l'on est dans un métier de soins ou d'enseignement, d'avoir des clés de pacification, des clés de ressourcement, des clés de vie intérieure nourrissantes et inspirantes. Parce que comment être inspirant, par exemple, quand on est enseignant, si on n'est pas soi-même inspiré, ça nous demande
de requalifier régulièrement qu'est-ce qui m'inspire, pourquoi je fais ça, quel est le sens de ma vie. Et ça, c'est le thème de mon dernier livre qui sort là en octobre, notre façon d'adulte, c'est le sens et vie devant les moments chaotiques que notre société traverse et la perte de repères et donc beaucoup d'incohérences et d'incertitudes. Est-ce que nos jeunes ont des repères sécurisants, inspirants? Est-ce que ce ne serait quand même pas à nous, adultes, d'aller travailler un petit peu ce qui fait sens pour nous, ce qui nous fait envie, ce à quoi nous tenons profondément, pour pouvoir traverser les intempéries? Aucun angélisme dans ce que je dis, il y a des intempéries, mais les traverser avec davantage de confiance, notamment de confiance dans l'extraordinaire capacité de résilience de la vie, capacité de guérison qui est en nous, même si nous avons pu euh, être atteints par des difficultés. Et c'est vraiment donc une invitation pour nous adultes à chercher une vie qui ait du sens et qui se dégage des automatismes, des fonctionnements robotisés, au fond. Les jeunes d'aujourd'hui demandent du sens. J'en rencontre beaucoup. Ils veulent une vie sensée, une vie vivante, une vie qui leur parle, pas juste une reproduction systématique d'un modèle obsolète. Du coup, si les gens veulent vous retrouver, Thomas, ils peuvent vous retrouver où? Ben, je les encourage à retrouver le mouvement de la communication non violente à travers le monde, pas juste moi, parce que je ne pourrais pas accueillir tout le monde pour Non, ça. ça c'est sûr. Il y a beaucoup de formateurs, formatrices extrêmement compétents qui enseignent cette approche. Et si jamais ils sont touchés par le propos que nous échangeons, vous et moi, je leur propose éventuellement de lire un livre. Bien sûr, c'est l'occasion d'approfondir. Toutefois, les livres informent et seule la pratique transforme. Si vous lisez un livre, vous voyez comment ça marche, mais c'est comme si vous lisiez un livre sur une partie de tennis ou la natation, vous comprenez, mais pour pouvoir apprendre à nager ou jouer au tennis, il vaut mieux aller sur le terrain et faire ces exercices. Et donc, je les encourage à taper communication non violente là où ils sont et aller voir les associations locales, les programmes locaux et aller suivre quelques jours. Quelques jours de cette pratique peuvent vraiment nous éveiller à regarder les choses tout autrement. Oui, oui. Et vous proposez quand même des programmes, quand même, si les gens veulent. Je suis formateur et une partie de mon temps est consacrée à donner des formations à des groupes, principalement en Belgique, mais à l'occasion en France, une fois par an, je donne une formation pour un grand groupe, à peu près 80 à 90 personnes, à l'abbaye de Saint-Antoine, dans l'Isère. Euh, et, et bon, il y a toujours beaucoup de monde parce que c'est une occasion de pratiquer dans un bel endroit et à des conditions relativement favorables pour les voilà. Et des formations en ligne? Pardon? Des formations en ligne, ça va se mettre en place peut-être aussi, non? Ben, j'en ai enregistré une il y a à peu près un an et on a utilisé le moment du confinement pour la faire connaître et la Ah, diffuser. Avec beaucoup de succès. Donc, c'est une petite association créée par un ami qui s'appelle, l'association s'appelle En Développement. Ça figure sur mon site. Mon site, c'est mon nom, thomaslansambourg.com. Et celles et ceux qui seraient intéressés à suivre une formation en ligne peuvent aller voir ce qu'a enregistré En Développement, qui est une formation de 3 jours qui est donnée en ligne et qui permet de faire des exercices, de travailler sur soi. Et nous avons le projet de faire un module d'approfondissement pour poursuivre sur ce thème. Et sans doute que tant que les restrictions de circulation, etc., sont là, je vais à un moment continuer comme ça avant de pouvoir reprendre plus de formations en en présent. live. Oui. C'est vrai que ça change beaucoup de choses quand même, hein, ça remet les choses en vitesse. Il y a des fois, on avait laissé des choses de côté et en définitive, ben, ça nous permet de les mettre en avant plus vite que ce qu'on pensait. C'est ça, effectivement. Mm. Peut-être qu'un des grands bénéfices, à côté de toutes les difficultés, mais c'est de cette pandémie, c'est de nous rappeler que la vie est passagère et provisoire et qu'on peut la perdre rapidement et que c'est donc précieux de sentir intensément le sens qu'elle a pour le respecter en soi, le respecter en l'autre et apprendre à chérir la vie dans toutes ses formes, à respecter notre nature pour être à même de respecter la nature autour de nous. Parce que beaucoup de nos contemporains commencent à percevoir que la maltraitance perpétrée sur la nature autour de nous et l'abus sur les ressources est le reflet spectaculaire d'une maltraitance que beaucoup d'entre nous, et j'en ai été, entretenons sur notre nature et nos ressources intimes. Et donc, Mm. plus nous apprendrons à respecter notre nature et nos ressources, et bien plus nous serons contagieux de cet état. Et je crois que c'est vraiment quelque chose dont notre monde a besoin. C'est sûr. Bon, ça pourrait être le mot de la fin là. Ben, merci beaucoup, Thomas.
Merci Merci. pour ces belles paroles. J'espère que ça donne envie à plein de personnes de voir ce que c'est que la communication non violente, parce que c'est vrai que c'est très intéressant et ça permet justement de travailler sur soi. Et c'est vraiment ce qui est demandé actuellement, je pense, de ce qu'on travaille sur soi et qu'on se connaisse mieux. Voilà. Certainement, et je suis heureux de pouvoir partager ça sur un site, ou je ne sais pas comment vous l'appelez, qui Oui, est on est une association de thérapie naturelle et développement une personnel. Oui. qui Ouais, touche les soignants, parce que je suis convaincu que le soin du corps passe par le soin de l'âme et de la connaissance de soi. Oui. c'est ça, L'un tout n'empêche à pas l'autre, évidemment. fait. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir accepté ben, cet enregistrement, du coup, qui n'a pas été en direct, mais c'est pas grave, et ben, ça sera dans les quelques minutes sur le site. Très Merci bien. beaucoup, Thomas. Petite incise Oui, en dehors de notre échange qui sera posté, il va y avoir un petit documentaire qui va être fait, qui se finalise là maintenant, sur la sortie anniversaire de Cécile et Gentil, Soyez vrai, oui. peut-être ses 20 ans. Et peut-être ça peut être intéressant de diffuser ce documentaire dans les temps qui viendront, si vous voulez. Ah oui, oui, avec plaisir, avec grand plaisir. Un peu l'impact que ce livre et la communication non violente ont pu avoir sur des gens. On interviewe plusieurs personnes. Il y a quelques belles capsules assez stimulantes de personnes qui ont bénéficié de la CNV et qui en parlent avec clarté, avec franchise. Ah ben oui, avec plaisir, vraiment avec plaisir. Dès que le bien sera fait, je vous le transmettrai alors. Ah, c'est génial, merci beaucoup. Ben, merci Thomas, bonne journée, belle journée pour cette fin. Plaisir, au revoir. Et à bientôt, au revoir.